Zéro déchet au boulot. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrer pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail, c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démuni face à l'ampleur de la tâche. Alors, bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. Allez, place au sujet du jour. Bonjour à tous. Si vous écoutez ce podcast, c'est que vraisemblablement, vous avez une fibre écolo qui vous anime. Alors peut-être constatez-vous que c'est difficile de faire bouger un collectif dans le cadre professionnel. Vous avez peut-être des collègues hermétiques au tri des déchets, d'autres qui sont addicts aux gobelets jetables ou aux autres bouteilles d'eau. Faire changer les comportements au travail demande beaucoup d'énergie, de temps, de relance répétée. Les actions publiques favorisent le changement des comportements des collaborateurs vers l'écologie grâce à des informations. J'ai appris que, grâce à de la sensibilisation, j'ai compris le sens. Grâce à une incitation financière, je vais y gagner quelque chose. Ou alors, par la voie législative, je dois le faire parce que c'est la loi. On sait que pour qu'un comportement soit acquis durablement, la contrainte ou la sanction ne sont pas les meilleurs leviers. Pourtant, il existe une autre voie, les nudges. Alors n'hésitez pas à prendre des notes si le sujet peut vous inspirer. Qu'est-ce qu'un nudge ? Alors c'est un phénomène qui est apparu en 2008, inventé par un économiste, Richard Thaler, et un juriste, Cass Justin. Les nudges sont comme un petit coup de coude, un rappel pour passer à l'action. Ce sont différentes formes d'incitation, souvent créatives et ludiques. Les nudges ont majoritairement été utilisés pour des actions servant l'intérêt général. Les chercheurs se sont rendus compte que nos prises de décision ne sont pas rationnelles, mais plutôt largement influencées par notre environnement ou nos émotions. La théorie des nudges se base sur ce qui va biaiser ou faire changer une décision, notamment une émotion ou un environnement particulier. Nous avons deux façons différentes de prendre des décisions. Soit le fast thinking, donc là la prise de décision est rapide, elle se fait sans réfléchir, ça nous demande peu d'énergie et c'est surtout quand nous sommes en pilotage automatique, comme pour choisir le bon moment pour traverser une rue ou ce fameux pilotage automatique que nous utilisons quand nous conduisons. Cela touche plutôt le cerveau droit, le cerveau créatif. Le slow thinking, c'est celui qui va nous permettre de résoudre des problèmes complexes. C'est celui qui nous demande de l'énergie, du temps pour réfléchir. C'est lorsque, par exemple, je réfléchis à la mise en œuvre d'un épisode podcast ou que j'écris, ou que vous-même, vous réfléchissez à la réalisation d'un projet au travail, par exemple. Là, on trouve souvent le cerveau gauche, celui qui rationalise. Les nudges se basent sur le fast thinking. C'est ce qui le rend le plus efficace. La prise de décision est rapide, automatique et peu coûteuse en énergie. Vous avez sans doute déjà croisé un nudge dans une gare, une autoroute ou une cafétéria. Ça ressemble à une affiche, à un sticker, à un bon mot placé au bon moment et au bon endroit. Nous verrons un peu plus loin les différentes formes que cela peut prendre. Alors je vous raconte l'histoire l'un des nudges les plus connus. Les agents de l'aéroport d'Amsterdam constataient que les toilettes pour hommes étaient très sales, notamment sur les murs autour des urinoirs. Pour y remédier, une mouche factice a été peinte sur la faïence de chaque urinoir avec pour objectif d'inciter les hommes à mieux viser. Cette simple mouche a permis de réduire de 80% les dépenses de nettoyage dans les toilettes pour hommes à l'aéroport. Objectif atteint. Alors si vous réfléchissez à la question, comment peut-on mettre en place un nudge au sein de notre sphère professionnelle ? Réfléchissez. Quel est le changement que nous souhaitons ? Par exemple, est-ce lié à un souhait de diminuer le gaspillage alimentaire ou la consommation excessive de papier, par exemple ? Ensuite, réfléchissez à quel est le contexte dans lequel s'opère l'action à faire évoluer. Par exemple, le contexte pour le gaspillage alimentaire, ce sera la cantine. Pour le papier, ça se passerait autour de la photocopieuse. Ensuite, pour un nudge réussi, c'est important de laisser une liberté de choix. De laisser la liberté de faire ou de ne pas faire l'éco-geste suggéré. Alors le nudge se base sur un mécanisme psychologique qui sera activé pour favoriser le changement. Alors voici différents mécanismes psychologiques. Le premier, ce sera le facteur social ou le regard des autres. Pour vérifier, une expérience a été menée. Une boîte de collecte d'argent pour une œuvre caritative a été placée sous une affiche représentant des yeux. Lorsque l'affiche était présente, celle avec les yeux, la collecte a été multipliée par 3.
Dans le cas du papier ou du gaspillage alimentaire, par exemple, ici, ce serait l'idée de montrer le niveau de gâchis par un gaspillomètre, par exemple, avec un niveau critique à ne pas atteindre. On voit collectivement si on participe au gaspillage alimentaire ou pas. Second mécanisme psychologique, le facteur situationnel, c'est-à-dire c'est le contexte dans lequel s'opère la décision. Par exemple, à la cantine, selon la manière dont on disposait la salade ou le dessert, les choix vont être complètement différents. En self-service, 25% des choix se fait dans l'ordre de présentation. Donc ça veut dire qu'on a tout intérêt à placer en premier des salades avant les frites ou même le dessert. Troisième mécanisme psychologique, le facteur personnel. Cela implique notre vécu, mais surtout nos émotions. Alors pensez aux campagnes des associations humanitaires qui collectent de l'argent, qui va souvent jouer sur la corde sensible. Dans le cadre du gaspillage alimentaire, on peut trouver des stickers autour de la faim dans le monde ou du nombre d'arbres abattus pour notre consommation de papier. Alors avant de lancer un nudge, c'est important de préparer le terrain. Donc informez vos collègues sur le sens du projet. Par exemple, si l'objectif est de réduire les déchets alimentaires à la cantine, c'est bien d'informer les collègues sur les enjeux, les bénéfices attendus avant d'accueillir le gaspillomètre. Si les problématiques environnementales ne sont pas comprises ou intégrées par les collaborateurs, alors les bonnes habitudes acquises grâce au nudge se perdront assez rapidement. Alors je vous donne différents types de nudge. Le premier, ce sera le choix par défaut. Je vous donnerai à chaque fois un exemple qui va illustrer le type de nudge. Donc pour le choix par défaut, l'exemple c'est que le ministère de la Transition écologique et solidaire a activé l'option impression recto verso par défaut dans tous les bâtiments et ses services. Donc là, économie de papier en vue. La science. La science, c'est l'idée que le nudge doit être vu au bon moment, au bon endroit. Donc, je vous donne un exemple que j'ai vu dans les toilettes d'université qui m'a marqué. Donc, c'était un autocollant qui représentait une goutte d'eau assez grande, d'une trentaine de centimètres, qui était collée sur le miroir devant l'évier. Il était noté 2,1 milliards d'habitants dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable. Croyez-moi, le lavage de mains a été assez rapide, j'ai vite coupé l'eau. Vous avez aussi l'étiquetage alimentaire avec le Nutri-Score qui donne en un coup d'œil la qualité du produit au regard de notre santé. Autre nudge, le retour d'informations. Alors on constate que le manque d'informations sur les conséquences de nos actions freine le passage à l'acte. L'idée ici est d'informer sur les conséquences de nos actes. Par exemple, voir défiler en temps réel l'état de notre consommation énergétique d'un logement est très incitatif pour réduire la consommation. La micro-incitation. Ce nudge se base sur le fait que nous n'aimons pas perdre. En guise d'exemple, je donnerai ce que vous connaissez peut-être, c'est la marelle ou le panier de basket pour lancer les déchets dans la bonne poubelle de tri. Et la marelle qui vous mène par exemple jusqu'à la poubelle. Vous avez aussi le cendrier pour limiter les mégots jetés par terre. Pour se débarrasser de sa cigarette, le fumeur peut placer son mégot dans une poubelle où il note une question. Combien de litres peut polluer un mégot ? Et avec son mégot, il le place à droite, par exemple, il est noté 200 litres et à gauche, où il est noté 500 litres. Donc c'est une manière de voter et de répondre à une question. La réponse est 500 litres. Autre nudge, la simplification. Notre cerveau est paresseux. Donc pour l'aider à agir, le nudge servira à prendre une décision rapide. Pour l'illustrer, je pense à un sticker qui est placé dans la baignoire pour montrer le niveau d'eau idéal à ne pas dépasser durant un bain. Nudge suivant, c'est l'affect. C'est l'idée de miser sur nos émotions pour nous faire passer à l'action. C'est ce qu'utilisent les ONG pour évoquer une situation catastrophique à travers le monde. En résumé, voici les différentes étapes à utiliser pour mettre en place un nudge. Donc, dans un premier temps, identifier le problème ou le comportement déviant. Donc, prenons toujours l'exemple de la mauvaise utilisation de la poubelle de tri à côté de la photocopieuse. Qui est le public concerné ? Les utilisateurs de la photocopieuse. Qu'attendez-vous de ce public au final ? Donc mettre le papier usagé imprimé au recto dans une poubelle dédiée par exemple à la récupération. Ou trouver un moyen de diminuer la consommation de papier, n'imprimer que si nécessaire. Quel est l'objectif du nudge ? Donc, je prends le premier exemple, donc c'est permettre la réutilisation du papier pour les transformer en carnet. Quels sont les leviers à actionner ? Donc par exemple, ça pourrait être la gamification ou le jeu. Quels sont les moyens mis en place ? Donc là, l'idée, ce serait par exemple une boîte munie d'un plexiglas avec un marqueur tous les centimètres qui illustre le nombre de carnets récupérés. Et quels sont les facteurs de réussite du nudge ? Ce serait le gain attendu, par exemple le nombre de carnets, mais aussi le bon emplacement à côté de la photocopieuse. Plus globalement, entourez-vous d'une équipe qui réfléchit avec vous au nudge à mettre en place. Une fois que vos nudges sont actifs, allez observer les comportements, la réussite ou non de ce dispositif. Une manière d'évaluer son efficacité, c'est d'observer le comportement, le changement de comportement avant-après. Si besoin, faites-le évoluer votre nudge.
Alors, clairement, le nudge ne sera pas à lui tout seul l'outil qui va durablement faire changer les comportements. Par contre, il est intéressant à utiliser dans des lieux fortement fréquentés ou lorsque vous vous retrouvez avec une situation importante à faire évoluer. Il est intéressant d'intégrer des nudges dans le cadre d'un projet en complément d'autres actions de sensibilisation, d'information ou de mobilisation collective pour la planète. Alors voilà le panorama de mes recherches sur les nudges. Et vous, est-ce que vous en avez rencontré dernièrement qui vous ont marqué ? N'hésitez pas à les partager en laissant un petit commentaire sur votre application de podcast préférée. Au plaisir! Merci pour votre écoute. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable. Et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir!